Bonjour Régis. Bonjour Kodjovi. Le sentiment anti-français en Afrique. On en parle de plus en plus dans le milieu politique et médiatique en France. De quoi ce sentiment est-il réellement le nom? Je pense effectivement que c'est une facilité. Pour moi, c'est par paresse intellectuelle qu'on parle de sentiment anti-français. Les Africains, généralement, auxquels on adresse ces sentiments, ne sont pas découverts du jour au lendemain des sentiments de francophobie. Au lieu de parler de sentiment anti-français, je parlerais plutôt de ressentiment envers la politique française en Afrique. De ressentiment envers la France du pouvoir qui, sur le continent africain, dont on sait très bien qu'elle a gardé, cette France des pouvoirs a gardé des relations, je dirais, douteuses avec des régimes généralement autocrates. Et tout ça, effectivement, condense, si vous voulez, pour les opinions publiques, pour des jeunesses africaines qui sont en besoin, en attente de liberté publique, de liberté individuelle, qui, à un moment ou un autre, effectivement, trouvent que la France officielle, la France du pouvoir, effectivement, soutiendrait ou soutient des régimes dont on sait effectivement que le lot quotidien est de brimer les populations, est de truquer les élections, et de se comporter en prévaricateur. Donc en réalité, moi je pense que non, le sentiment anti-français n'existe pas. Une fois encore, c'est de la paresse intellectuelle. C'est aussi une très bonne façon, je dirais, pour certains éditorialistes français, certains hommes politiques français, de trouver en ce sentiment le bouc émissaire de toute leur turpitude. Par contre, effectivement, oui, il y a un vrai ressentiment, et ce ressentiment, il n'est adressé qu'aux politiques et qu'à la classe politique, et parfois même à la classe médiatique, je dirais la classe médiatico-politique. Et non, pour moi qui comprend, qui analyse, qui travaille sur les relations entre la France et l'Afrique, donc depuis plusieurs années, j'ai pas découvert de ce sentiment de francophobie, non, il n'existe pas. Et donc je pense que en réalité, une fois encore, ce n'est qu'un bouc émissaire pour paresseux intellectuels. Pourquoi cette tendance donc de la classe politique française, je dirais même de la plupart des médias, à vouloir opposer certains panafricains à cette idée, à ce sentiment en Afrique? C'est une facilité, une fois encore. Je pense que quand on ne va pas au bout des choses, on peut assez facilement, assez aisément trouver, je dirais, des subterfuges et des raisons qui sont non motivées. Le fait d'opposer panafricanisme et sentiment anti-français, je trouve que c'est prendre, je dirais, la réflexion tout à l'envers, à contre-courant. Aujourd'hui, effectivement, de plus en plus, on a des leaders africains, on a une société civile africaine, on a des jeunesses africaines qui revendiquent à juste titre que le continent accède à la souveraineté réelle. Ça veut dire en quoi, en réalité, que les indépendances qui ont été reçues dans les années 60, en réalité, elles ne sont que nominatives, elles ne sont pas réelles. Donc, je pense que ces personnalités, et pour moi il y a beaucoup de personnalités donc, de ce panafricanisme qui revendiquent à juste titre que le continent africain puisse par lui-même disposer à la fois de sa santé, de son éducation, de son armée, de ses finances publiques, de sa diplomatie. Et une fois encore, ce n'est pas fait contre un camp, c'est plutôt fait de façon à ce que justement le continent africain accède lui-même à sa souveraineté. Non, par définition, le panafricanisme pour moi, et je ne vais pas rentrer dans des grandes théories et pour ne pas tomber, si vous voulez, dans le jeu des écoles sur le panafricanisme. Par définition, le panafricanisme, c'est d'abord l'Afrique, c'est d'abord l'Afrique souveraine, c'est d'abord, je dirais, un désir ardent, une revendication ardente pour que l'Afrique aussi, autant que l'Asie, autant que l'Europe, autant que les Amériques, accèdent au rang de puissance, accèdent au rang d'acteurs incontournables dans les relations internationales. Donc on ne peut pas l'opposer, on ne peut pas opposer, je trouve qu'une fois encore, effectivement, opposer panafricanisme et sentiment anti-français, c'est prendre les choses totalement à l'envers. Et ça ne veut absolument rien dire, parce qu'on peut être panafricain, on peut être totalement panafricain ou panafricaniste et comprendre effectivement le rôle que la France a joué sur le continent africain, comprendre que effectivement sur le continent africain, il y a eu des choses qui ont été effectivement extrêmement négatives donc de la part de la France, et ça nous coûte nullement les bonnes relations qu'on peut aussi avoir avec des Français, avec des politiques français. Donc il ne faut pas opposer. Je pense qu'une fois encore,
panafricanisme ne s'oppose pas à la France. C'est plutôt le panafricanisme, c'est plutôt un panafricanisme d'action pour l'Afrique, par l'Afrique et vers l'Afrique. À qui profitent finalement les conséquences du rejet massif de la politique française dans les opinions publiques en Afrique? Justement, il y a un rejet qui pour moi est légitime. Un rejet qu'on peut retrouver à la fois dans certaines oppositions sur le continent africain, qu'on peut retrouver, et même de beaucoup de la part d'Africains de la diaspora, hein, où certains même sont même parfois franco-africains. Et ce rejet, c'est plutôt un rejet de la politique, hein, c'est un rejet de la façon dont la France, je dirais, conduit ses politiques depuis les années 60. On peut même remonter bien loin, avant la colonisation, pendant et après la colonisation. Ce rejet, assez facilement, on dit qu'il profiterait à ces acteurs incontournables que sont la Russie, que sont la Chine, et qui, effectivement, sont des rivaux stratégiques de la France sur le continent africain. Non, moi, je pense qu'en réalité, s'il y a eu un rejet, le rejet, d'abord, il est d'abord adressé envers la France officielle, et surtout c'est un rejet qui n'est pas fait pour moi, enfin j'espère surtout que ce rejet il est plutôt accompagné de projets que les Africaines aussi doivent travailler, parce que en réalité la souveraineté c'est pas une profession de foi. On ne se déclare pas du jour au lendemain qu'on est souverain, qu'on est indépendant. Quand on veut être souverain et pleinement indépendant, ça veut dire qu'on est en capacité d'être sur la sécurité, sur la défense, sur la santé, sur l'éducation, sur les finances publiques. On est en capacité d'être les précepteurs. Mais si ce n'est pas le cas, en réalité, je crois que la souveraineté, parfois, ça ne peut pas être juste un drapeau qu'on agite pour se faire plaisir. Quand on est véritablement souverain, c'est qu'on peut l'être aussi à la fois dans des domaines régaliers et dans des domaines qui structurent la vie en communauté, la vie en société. Et moi, je suis toujours un peu embêté que des souverainistes continuent, si vous voulez, de tendre la main, d'être dans une forme de mendicité institutionnelle. Et là, je m'adresse généralement donc, à des dirigeants africains qui, effectivement, en fonction de leur agenda politique, agitent le drapeau de la souveraineté alors qu'ils ne le sont pas du tout. Parce que quand on est un État souverain, on est un État capable, on est un État responsable. On n'est pas un État qui tend la main, on n'est pas un État qui institutionnalise la mendicité. Donc, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, de façon responsable et capable, qu'il faut mettre en exergue. Donc, c'est pour ça que la souveraineté, pour moi, du continent africain, elle ne peut être une profession de foi, c'est plutôt une action sur le long terme. Le sentiment anti-français en Afrique dont on parle ne se ressent pas dans le rang des dirigeants africains, hormis bien sûr quelques pays qu'on ne cite plus. De quoi les chefs d'État africains ont-ils réellement peur? Effectivement, aujourd'hui, très peu de leaders africains se drapent d'une cape de souveraineté, à part effectivement les dernières autorités des transitions qui sont en Guinée, au Mali et au Burkina Faso. Mais je pense aussi ça ne peut pas être qu'un argument, ça ne peut pas être un argument de souveraineté. Et si effectivement, si on a des leaders africains, des dirigeants africains qui font très attention, c'est parce que effectivement, ils estiment en réalité, eux-mêmes, je pense que même quelque part, ils opposent souveraineté et relation avec le monde. On ne peut pas opposer souveraineté ou même panafricanisme avec relation dans le monde. Non, je pense que ça va de pair. Et vous prenez même toutes les grandes nations, que ce soit les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, c'est d'abord ces États ne pensent d'abord en premier et en dernier lieu à leurs intérêts. Et c'est très normal, hein, même dans la notion, même dans la conceptualisation même de la puissance, on ne pense d'abord et rien qu'à soi. Et c'est quand on a fini de penser à soi, et même d'ailleurs, même quand on travaille, quand on entretient des partenariats extérieurs avec d'autres pays, c'est d'abord en pensant prioritairement, exclusivement à ses propres intérêts. Ne soyons pas dupes. Et pour beaucoup de leaders africains, il faut très attention parce qu'effectivement, ils estiment qu'effectivement, clamer leur panafricanisme, ça serait une façon de rejeter l'extérieur et tout particulièrement la France ou d'autres puissances. Non, je pense qu'en réalité, il faut remettre, je dirais, l'église au milieu du village et comprendre qu'en réalité, on peut être autant souverain, on peut autant clamer le panafricanisme et continuer à avoir des partenariats extérieurs du moment qu'ils soient bénéfiques et équitable pour les pays qu'on représente. Alors, peut-on dire que la souveraineté réelle, tant exigée par les peuples africains, passe par ce rejet massif de la France et de la politique française en Afrique? Oui, elle passe. Moi, je dis rejeter, bien sûr, mais c'est très facile de rejeter. Le rejet est très facile. Il faut que ça se joigne au rejet des projets. Pour moi, je ne suis pas dans une stratégie radicale de rejeter pour du rejet. Non, je pense qu'à côté,
même oui, de façon parallèle. Il faut travailler, il faut mettre en place des politiques. Et quand vous prenez par exemple des pays qui luttent aujourd'hui contre la propagation des groupes armés terroristes au cœur même de leurs frontières, est-ce qu'ils sont capables administrativement de mettre en place des dispensaires, des écoles? Et on sait très bien que c'est la démission de beaucoup d'États qui ont créé des appels d'air pour des groupes armés terroristes. Donc il y a beaucoup de groupes armés terroristes, il y a beaucoup de djihadistes, beaucoup de rébellions qui se sont installés parce qu'il y a une démission des États. Et tant qu'il n'y aura pas un retour des États dans certains pays, malheureusement, ils feront face justement à des rébellions, à des guerres civiles, à des groupes armés terroristes. Donc tout ça en réalité condense, si vous voulez, la majorité des problèmes que nous avons sur le continent africain. Donc en réalité, le rejet ne peut pas être pour moi théorique, il ne peut pas être sémantique. C'est quelque chose qui doit être extrêmement actif. Il faut réinvestir l'État, il faut réinvestir les administrations. Et il faut effectivement, bien sûr, je pense que les grandes idées sur le panafricanisme doivent continuer d'être agitées à la fois dans les enseignements supérieurs, dans les écoles, dans la pédagogie même de nos enseignements. Il est très important, effectivement, qu'on parle vraiment de panafricanisme, mais de panafricanisme d'action. Mais ce rejet, comme je le dis, effectivement, il est important que toute politique de rejet soit accompagnée de politiques de projet. Et bien sûr, les projets, comme je vous l'ai dit, on a des urgences sur le continent africain. Il y a la préservation de l'environnement, la promotion du développement durable, la question de la lutte contre les groupes armés terroristes plutôt, et qui pour moi aujourd'hui fait partie quand même du cœur de nos actions. On peut pas aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité sans développement. Donc tous les pays qui aujourd'hui ont compris l'avantage de mettre en place des politiques sécuritaires sont aussi ces pays qui, par ailleurs, ont les meilleures politiques de développement. Merci beaucoup, Régis. Merci encore pour ton invitation et à très bientôt.